Donc, je vous présente notre conférencier. Originaire de Rivière-du-Loup, M. Charles-André Nadeau a fait carrière dans la Marine nationale, où il a commandé le destroyer Algonquin, servi comme attaché naval à Paris et dirigé l'École navale de Québec. Il a étudié la stratégie au US Naval War College de Newport, au Rhode Island, en 1994-1995. Retraité en 2000, il a obtenu le baccalauréat en histoire de l'Université Laval en 2004 et la maîtrise en 2008. Il a publié en 2024 2 ouvrages, donc d'abord Défendre Québec en 1775-1776, ainsi que Churchill et Roosevelt à Québec. Merci beaucoup, M. Nadeau, d'être des nôtres ce soir, et à tout le monde, je vous souhaite une belle conférence. Bonsoir. J'ai choisi le titre que vous voyez à l'écran pour rappeler que, d'abord et avant tout, la guerre en 1775 en est une entre des Britanniques qui prend place en sol canadien. Une guerre qui a commencé au Massachusetts au mois d'avril et une guerre qui est en fait l'aboutissement de plusieurs années de disputes entre la métropole britannique à Londres et les 13 colonies. Ma conférence, ma présentation est axée sur la stratégie et va couvrir les 4 points que vous voyez à l'écran. Alors, tout d'abord, l'invasion. La décision d'une invasion vient du Congrès qui s'est réuni à Philadelphie. Et dans 2 résolutions qui ont pris place au mois de juin, on voit un accent sur le côté défensif des colonies. En premier lieu, on dit que c'est l'objet principal, et dans la deuxième, on parle de la sécurité des 13 colonies. Ça indique clairement qu'on a affaire à une stratégie défensive. Mais il y a aussi cette expression « prendre possession de Saint-Jean et de Montréal », et ça implique une campagne offensive qui va s'intégrer dans cette stratégie. Alors pourquoi, au juste, une campagne offensive? En fait, il y a 3 raisons. La première, c'est pour empêcher les troupes royales d'utiliser la province de Québec comme base d'opération. La deuxième, c'est pour empêcher que, à partir de Montréal, qui est le centre du commerce des fourrures, on puisse établir non seulement des contacts, mais des alliances avec les tribus de l'Ouest, qui, elles, peuvent, à ce moment-là, être encouragées à combattre ou à attaquer, à harceler les colonies, les colonies qu'on appelle aujourd'hui américaines. Et la troisième raison, qui est peut-être la plus importante, c'est empêcher l'exécution d'un plan anglais qui vise à isoler la Nouvelle-Angleterre. À l'isoler en se servant de la marine pour bloquer le lac Champlain et la rivière Hudson, et pour se servir de 2 armées, une stationnée à Québec et une à New York, et avec l'aide des Canadiens et d'Autochtones, d'envahir les 4 colonies de la Nouvelle-Angleterre pour les assujettir. Donc, on a en fait affaire à une invasion pour empêcher une invasion. Le plan des rebelles est en fait très simple. Tout d'abord, dans la résolution du 27 de juin, c'est indiqué qu'on veut prendre possession de Montréal, et ça veut dire une campagne par le lac Champlain et la rivière Sorel, c'était le nom de la rivière Richelieu à l'époque. Mais au mois d'août, des espions, des renseignements sont parvenus à George Washington que la grande majorité des troupes qui étaient disponibles au Canada
sont en fait toutes dans la région de Montréal et qu'il reste presque personne pour défendre la ville de Québec. Alors, à ce moment-là, Washington a décidé de faire une deuxième attaque en passant par le Maine et la Beauce pour aboutir à Lévis et s'emparer assez facilement à ce moment-là d'une ville de Québec qui est sans défense. Mais une stratégie, c'est une chose lorsqu'on la pense, mais lorsqu'on l'exécute, c'est peut-être un peu différent. Tout d'abord, il faut remarquer que l'invasion est un théâtre secondaire. Les opérations principales de l'armée américaine sont commandées par George Washington. Il fait face à la ville de Boston, où est à ce moment-là cantonnée la grande majorité de l'armée britannique sous les ordres du général Gage. Le général Schuyler, qui lui est en charge du département du Nord, a à ce moment-là un nombre beaucoup moins de troupes, mais aussi il y a un nombre beaucoup moins d'auxiliaires pour l'aider, comme des administrateurs, des menuisiers ou des charpentiers. Et naturellement, lorsque vient le temps de passer des provisions, des munitions, des armes, de l'argent, bien, il vient en deuxième place et des fois, il n'a presque rien. Et en plus de ça, le général Schuyler a d'autres obligations. Il doit fournir du monde pour garder, agir comme garnison dans les forts du lac Champlain. Il doit défendre la ville de New York. Il doit préparer la défense de la rivière Hudson. Alors, pour attaquer le Québec, il est pris avec des restants, et c'est pas beaucoup de monde. Il y a aussi plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte, qui ne sont pas nécessairement pensés au début. Premièrement, il faut se rendre compte qu'un Américain, ça n'existe pas en 1775. Ou du moins, il n'y a personne qui s'appelle un Américain. Hein? Thomas Jefferson, par exemple, lui s'appelle un Virginien. Samuel Adams, sa patrie pour lui, c'est le Massachusetts. On ne s'appelle même pas des Britanniques. Tout comme au temps de la Nouvelle-France, on ne s'appelait pas des Français, on s'appelait des Canadiens ici à l'époque. Ce genre de division, parce qu'on a affaire un peu à un monstre à 13 têtes ici, parce qu'on a 13 colonies, fait que il y a un manque d'unité qui existe. Et on le voit particulièrement lorsque est venu le moment de l'invasion. Le vote a été de 6 colonies en faveur, 5 colonies qui se sont opposées à l'invasion du Canada et 2 qui se sont abstenues. Il y a eu aussi des difficultés entre les différentes régiments ou armées des différentes colonies. Les soldats de New York n'aiment pas ceux du Connecticut et vice-versa. Et encore pire, au mois de décembre en 1775, alors que Québec même est assiégé, on voit dans le nord de la Pennsylvanie, dans une région qui s'appelle la vallée de la Wyoming, des pionniers venus du Connecticut qui essayent de s'installer et qui doivent se battre fusil à la main contre des miliciens de la Pennsylvanie. Alors, l'unité n'est pas tout à fait totale dans la Révolution américaine. Elle est aussi, il y a un autre facteur, il n'y a pas vraiment d'idée d'indépendance. En 1775, on ne pense pas indépendance dans les 13 colonies. Le but politique, et on le découvre lorsque on regarde ce qui s'est passé au début du second congrès, au mois de mai 1775, le but politique, c'est de retrouver l'harmonie
qui existait entre la métropole et les colonies auparavant. Une harmonie qui est importante, parce que l'Empire, c'est bon. C'est bon pour les affaires. C'est un réseau extraordinaire qui vous permet de la protection, du financement, du crédit, des assurances, etc. Alors, les coloniaux se rendent compte que ça vaut la peine de rester, mais il faut changer certaines choses. Là-dessus, on est unanime dans les 13 colonies. Là où on ne l'est pas, c'est les moyens d'accomplir ce retour à l'harmonie. Alors, il y a ceux qui favorisent la méthode forte. C'est ceux qui ont voté en faveur de la création d'une armée, ceux qui ont voté en faveur de l'invasion du Canada, l'invasion du Québec. Mais, et il y a aussi un autre point de vue, parce qu'une dizaine de jours après le vote qui avait été fait en faveur de l'invasion du Canada, il y a eu un vote qui a été pris et accepté pour une pétition au roi, une pétition qu'on appelle la branche d'olive. Et en fait, ça représente une option diplomatique pour régler le problème. Alors, vous avez les deux approches qui se disputent de temps en autre au Congrès, ce qui fait que lorsque vient le temps de prendre des décisions, souvent on se retrouve avec des demi-mesures ou on se retrouve avec des longs débats qui donnent des décisions qui sont plutôt tardives et qui nuisent, en fin de compte, à la conduite de la guerre. Et il n'y a pas d'argent. Alors, le Congrès n'a aucun pouvoir de taxation sur les colonies. Alors là, il a deux sources de revenus lorsqu'il veut dépenser de l'argent pour acquérir quelque chose ou organiser une opération. La première, c'est de demander à une ou plusieurs colonies de payer les factures. Mais il y a certaines colonies qui sont un peu plus grincheuses que d'autres. La Caroline du Nord en particulier et le New Hampshire se disent toujours trop pauvres pour contribuer. L'autre source de revenus, c'est l'emprunt. Mais qui va prêter à des colonies? En fait, il y a la France. Mais la France le fait pour le bénéfice de la France, et non pas celui des colonies. Et on limite le montant d'argent qu'on est prêt à donner aux colonies. Alors, le Congrès se trouve avec cette obligation de, comme j'ai marqué au tableau, de faire la guerre à bon marché. Mais il y a aussi des facteurs qui aident, qui sont positifs, qui aident l'application de la stratégie des rebelles. Je les appelle les erreurs de Carleton. La première, l'Acte de Québec. L'Acte de Québec a été adopté en juin 1974, est entré en vigueur en mai 1775 et il fait beaucoup de mécontents au Canada. Beaucoup de mécontents, tout d'abord, lorsqu'on regarde le fait qu'il n'y a pas de chambre d'assemblée, ce qui veut dire que la bourgeoisie qui est intéressée à participer au pouvoir se trouve dans un conseil législatif où pratiquement tous les membres sont des nobles. Et peut-être le plus gros des problèmes, c'est la division qui existe à cause du retour des lois françaises qui ramènent la coutume de Paris
et qui replace tout le système seigneurial de la façon dont c'était auparavant. Mais durant la douzaine d'années, depuis la conquête, les habitants, en n'étant pas dans un système seigneurial au complet, ont fait plusieurs profits. Et de retrouver l'ancien système, ça ne leur plaît pas du tout. Ça crée des divisions, naturellement, qui sont exploitables par les rebelles américains, et ils vont le faire par la propagande. Il y a un aspect intéressant à l'Acte de Québec que je veux vous mentionner. Lorsque Carleton revient à Québec en septembre 1774, après avoir passé 4 ans à Londres pour faire du lobby, faire accepter l'Acte de Québec, il écrit, et je vous le cite ici, les Canadiens m'ont témoigné les plus fortes marques de gratitude au roi pour les récentes dispositions prises en leur faveur et la création d'un régiment canadien compléterait leur bonheur qui, en cas de besoin, pourrait être augmenté à 2 ou à 3 ou à 4. Carleton écrit ça au général Gage dans une lettre du 20 septembre 1774. Un peu plus tard, au mois de juillet 1775, Carleton reçoit une lettre de Lord Dartmouth, qui est le secrétaire aux colonies, et je vais vous la citer encore parce que c'est très important. Elle dit « Le roi compte sur la loyauté de ses sujets canadiens afin de réprimer la rébellion, et il plaît à Sa Majesté que vous preniez les mesures pour lever un corps de 3000 Canadiens pour agir comme infanterie légère. 3 semaines plus tard, le 24 juillet, Lord Dartmouth envoie une seconde lettre à Carleton où il lui dit le chiffre de 3000 à être relevé à 6000. C'est la rançon de l'Acte de Québec. Non, naturellement, Carleton va être très surpris lorsqu'il va tenter de trouver ces 6000 combattants pour aller régler le problème de la Révolution dans les 13 colonies. En fait, la milice n'existe plus à ce moment-là. Elle a été abolie par Murray en 1765. Et pour Carleton, le système qui fonctionne, c'est l'ancien système féodal du Moyen Âge, où ce sont les seigneurs qui sont les the Lords of the War, si vous voulez, les seigneurs de la guerre, et qui vont prendre leur censitaire et vont rassembler une armée de cette façon. On essaye de faire ça. Ça ne fonctionne pas beaucoup, que ce soit en Beauce, à l'île d'Orléans, dans la région de Montmagny et surtout dans la région de la vallée de la Richelieu. Deuxième facteur qui, pour moi, est négatif de la part de Carleton, c'est que lorsqu'il s'agit de défendre la vallée de la rivière Sorel, il place ses troupes à 3 endroits différents. Vous voyez les 3 carrés rouges, là. Celui de
du fort Saint-Jean, de Montréal et du fort Chambly. C'est aller contre le principe de concentration des troupes, surtout quand vous n'en avez pas beaucoup. Et ça requiert un tel système, un réseau pour des raisons de logistique et aussi pour déplacer des renforts. Montgomery, qui à ce moment-là vient juste de prendre la place de Schuyler, qui est malade, va éliminer, en fait, compte, ce réseau Carleton a besoin, en plaçant des avant-postes. On les voit ici sur l'écran, des avant-postes à la Prairie et à Longueuil, et mettre un camp entre Chambly et le fort Saint-Jean, et en fait éliminer toute communication entre les trois endroits où se trouvent les troupes du Canada. La pire erreur, à mon avis, c'est d'utiliser le fort Chambly. Le fort Chambly, en fait, est indéfendable. Et Carleton place seulement 85 soldats à l'intérieur du fort. Mais le grand problème, ce sont les murs. Les murs ne sont pas très épais. Lorsque le fort a été construit, on envisageait comme problème seulement, comme danger, l'artillerie de campagne de l'époque, qui était des canons de 4 livres. Et le fort Chambly est un entrepôt qui contient beaucoup d'armes, de munitions et de provisions. Bon, Montgomery l'ignore, mais les Canadiens de la vallée le savent. Et ils proposent d'attaquer le fort Chambly, et ils vont le faire eux-mêmes avec l'aide de quelques Américains. Ils vont emmener par bateau 2 canons de 9 livres près du fort. On va commencer à le bombarder le 16 octobre, et 2 jours plus tard, le 18, le commandant de Chambly va se retrouver dans l'obligation de capituler. En capitulant, à ce moment-là, Montgomery, qui est à court presque de poudre à canon, qui est à court de provisions, se retrouve avec un beau cadeau et est capable de continuer sa campagne de façon beaucoup plus facile, avec moins de difficultés à convaincre ses troupes de le suivre. La prochaine étape pour Montgomery, c'est le fort Saint-Jean. Le fait que le réseau de communication entre Montréal et Saint-Jean n'existe plus, qu'il n'y a plus de provisions qui se sont rendues au fort, et en plus qu'une quarantaine de femmes de la région ont pris refuge à l'intérieur du fort, avec presque autant d'enfants, on se retrouve au début du mois de novembre avec une situation de famine. On n'a plus de provisions à l'intérieur. Et de plus, ayant maintenant beaucoup de poudre à sa disposition, Montgomery, qui a pu bombarder le fort beaucoup plus aisément et beaucoup plus souvent. Et on aboutit, 2 semaines après la chute de Chambly, à celle du fort Saint-Jean. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une situation qui est peu enviable, où 664 combattants, soit des soldats des 7e et 26e régiments, des Écossais et des volontaires canadiens, vont se retrouver dans des prisons au Connecticut et au New Hampshire. Et Carleton va écrire à Lord Dartmouth le 5
de novembre que le problème, qui est la raison pour laquelle il a perdu le fort, je vais vous donner l'expression en anglais et la traduire. Il appelle ça, c'est the stupid business of the Canadian peasantry. La bassesse stupide de la paysannerie canadienne. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a perdu les forts Chambly et Saint-Jean, selon le gouverneur. Et ce n'est pas fini. Un autre désastre qui va suivre. Carleton a déjà commencé à mettre des provisions, des munitions à bord des navires qui sont au port de Montréal avec l'idée de descendre à Québec pour renforcer la place. Mais il y a quand même deux facteurs qu'il a négligé de porter attention. Sur le fleuve Saint-Laurent, au mois de novembre, les vents dominants sont du nord-est. Ça veut dire des vents contraires pour la navigation. Et il faut s'attendre à ce qu'à Sorel, où c'est quand même assez étroit, Montgomery est allé installer une batterie. Mais Carleton retarde jusqu'au 11 novembre avant finalement de partir pour Québec. Et ce qui devait arriver, arrive. Les vents sont contraires. Les navires sont obligés de jeter l'ancre juste avant d'arriver à Sorel. Et il y a une batterie sur les bords du Saint-Laurent. Et même, on a mis des canons à bord de chaloupes pour en faire des canonnières. Et on va, pendant 2, 3, 4, 5 jours, en fait, attaquer les navires qui sont à l'ancre. Au point qu'à un certain moment donné, vu que le vent ne change pas, il demeure toujours au contraire, Carleton décide de se sauver. Et il demande à Jean-Baptiste Bouchette, qui est le capitaine d'un des navires, de l'amener à Québec. Et Carleton se déguise en paysan. Il embarque dans une chaloupe avec 3 ou 4 autres de son état-major et se sauve vers Québec. Le commandement de la flottille est laissé au brigadier général Prescott, qui n'est pas nécessairement un des plus grands généraux de l'époque. Et on se retrouve finalement où le Prescott, presque sans combat, va capituler le 19 novembre. Et qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner 145 autres combattants qui vont être capturés et envoyés en prison au Connecticut, 34 canons qui vont tomber entre les mains des rebelles, beaucoup de barils de poudre, 4 navires armés et 4 transports qui vont aller entre les mains des rebelles. Le 13 novembre, Montréal, naturellement, a capitulé. Il n'y a personne pour défendre la ville. Une capitulation sans combat. Et à ce moment-là, on voit que Montgomery a accompli sa mission. Montréal est entre les mains des rebelles. Quant à l'autre expédition, celle d'Arnold, Arnold a reçu du général Washington un groupe de 1100 hommes et qui sont partis, en fait, le 19 septembre pour passer par la rivière Kennebec, monter jusque dans les forêts du Maine, faire un grand portage pour aller dans une autre rivière qui s'appelle la rivière Morte. Mais le 18 octobre, une pluie torrentielle
absolument torrentielle, dévaste la région, tombe sur la rivière morte et fait élever le niveau de l'eau de 8 pieds. 8 pieds. Et naturellement, comme résultat, on perd beaucoup de provisions, beaucoup de munitions. Mais le pire de tout, c'est que 400 des 1100 hommes de Bénédicte Arnold disent qu'ils en ont assez et retournent de bord. Arnold, elle a réussi, malgré tout, à se rendre, passer le lac Mégantic jusqu'en Beauce et arrive vers la fin octobre en très mauvais état. Des hommes affamés, certains qui ont dû manger leurs mocassins pour pouvoir survivre, et ils vont recevoir l'aide de Beauceron. Mais là, attention, ce n'est pas nécessairement une aide volontaire. Si vous êtes infirmier, puis vous arrive une douzaine d'hommes chez vous, et puis qu'il vous dit on a faim, c'est combien pour votre vache? Ben vous coûtez chanceux qu'au moins ils vont vous payer, parce que même si vous dites non, vous ne pouvez pas avoir la vache, ils vont la prendre pareil. Alors, c'est un peu de cette façon que Arnold va être capable de se ressaisir, d'habiller ses troupes un peu mieux, parce qu'il va acheter du linge, de les nourrir et de repartir. Et il va en plus engager une quarantaine d'Abénakis pour remplacer en partie les hommes qu'il a perdus. Il va les engager, mais aussi à 8 $ par mois. Hein? On ne fait pas ça pour rien, là. La troupe va continuer jusqu'à Lévis, finalement. La peinture que vous voyez là est belle, mais pas vraiment réelle. Les troupes ne sont pas habillées aussi chaudement qu'on le voit sur l'image. Même, je pense pas qu'il y ait de neige. En fait, le 8 novembre, là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment de neige, ou du moins aussi épaisse. Mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que Arnold est rendu à Lévis et il va réussir à traverser le fleuve le 13 novembre, la journée même où Montréal capitule. Et il se dit, ouais, Québec est sans défense, même malgré tous les malheurs, les misères que j'ai eues, ce sera facile de s'emparer de la ville. Mais Québec a des défenses. Et Arnold s'en rend compte. Il est surpris. Il fait l'inventaire après de tout ce qu'il y a et se rend compte qu'il manque de tout et décide de se retraiter à Neuville le 19 novembre. Sa mission est un échec. C'est un moment critique, parce que si Bénédicte Arnold avait pu rentrer à Québec, s'emparer de Québec pratiquement quasiment le même jour où Montgomery s'empare de Montréal, bien, premièrement, ça aurait été la fin de ma conférence, mais deuxièmement, ça aurait été aussi le fait que ça aurait été fini pour la colonie. Les rebelles auraient pris, en ayant le contrôle de Québec et Montréal, en fait, se retrouvent avec le contrôle de la province. Mais Québec a des défenses. On a réparé les fortifications parce qu'il y avait des brèches dans les fortifications. On a creusé les fossés parce qu'ils s'étaient remplis. On a construit des plateformes pour de l'artillerie et on a voûté des canons dans la ville. On a entraîné des canotiers. On a établi un système de surveillance. On ferme les portes le soir pour que personne entre dans la ville. On va réquisitionner 5 navires sur lesquels on va mettre
de l'armement et des soldats. Et on va aussi mettre un embargo sur les navires qui sont au port pour avoir des marins qui vont servir d'équipage à ces navires armés. Et lorsque des navires britanniques vont venir au port pour une raison ou une autre, on va convaincre les commandants de rester avec leurs navires pour aider dans la défense de la ville. On va activer la milice qui n'existait plus depuis une dizaine d'années. Et on va recruter même des soldats ailleurs, à Terre-Neuve, à l'île du Prince-Édouard. Et on va ainsi rassembler une garnison. Carleton, lorsqu'il va arriver, déguisé en paysan, doit un gros merci aux deux messieurs que vous voyez là. Bien, vous ne voyez pas le lieutenant-gouverneur Cramahe, parce qu'on n'a jamais trouvé de portrait de lui. Hector Theophilus Cramahe est un Suisse, huguenot, et le lieutenant-colonel Alan McLean est un Écossais, probablement presbytérien. Et ces deux hommes, ce sont eux qui sont responsables de toutes les activités que j'ai mentionnées pour préparer la défense de la ville. Carleton le doit, comme j'ai dit, un gros merci, mais on dirait que la ville de Québec, au fil des ans, a oublié ses noms. Il n'y a pas de rue, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas d'édifice, absolument rien avec les noms Cramahe ou McLean. Cependant, il y a des plaques qui parlent de Richard Montgomery et de Bénédicte Arnold. Et vous voyez celle de Bénédicte Arnold, oubliez le texte, là, mais lisez la dernière ligne. En fait, vous ne pouvez probablement pas la lire, c'est trop petit, mais je vais vous la lire. Et c'est marqué très clairement, apposé à la requête de la Société historique de Québec en 1975. Alors, passons à la prochaine. La garnison de Québec, telle qu'elle est, grâce aux efforts de Cramahe et de McLean, et qu'on va retrouver surtout au début de décembre, lorsque les rebelles vont venir assiéger la ville, est assez importante. Elle comprend certains soldats, ceux du 7e régiment qui sont restés à Québec, des fusiliers marins qui sont venus à bord d'une des frégates britanniques au port et de certains artilleurs. Il y a un régiment d'Écossais. Le lieutenant-colonel McLean a rassemblé des anciens membres des 78 Fraser Highlanders, qui était un régiment écossais qui s'était battu sur les plaines d'Abraham contre Montcalm, naturellement, et qui a été dispersé au Canada, et dont plusieurs ont marié des veuves de miliciens qui avaient besoin d'un homme pour s'occuper de la ferme. Et ce qui fait que vous voyez souvent des Canadiens français qui ont des sources écossaises. Moi, je viens de Rivière-du-Loup, on en a plusieurs, justement, dans cette région. C'est la même chose dans Charlevoix, entre autres. Et McLean a aussi délégué deux de ses capitaines pour aller à l'île du Prince-Édouard et à Terre-Neuve pour trouver des volontaires, des Écossais et des Irlandais en particulier, qui vont venir s'ajouter à la garnison de Québec. Il va y avoir des marins. Beaucoup de marins, en fait, parce qu'il y a 3 navires de la Marine royale britannique qui vont venir au port à un moment ou à un autre. La frégate Lizard que vous voyez là, mais aussi un sloop du nom de Hunter,
et un schooner du nom de Magdalene. Et ces 3 navires ensemble font quand même près de 220 personnes. Lorsque la fin de novembre, début décembre va arriver, et que c'est le temps de décider pour ces gens-là, est-ce qu'on retourne en Angleterre, parce que les glaces vont bientôt empêcher la navigation sur le fleuve, ils acceptent de rester à Québec. Les navires vont être ramenés à terre, remorqués à terre dans le cul-de-sac. On va enlever les canons qu'on va ajouter à la garnison et les marins, on va les mettre dans la redoute Dauphine pour les loger. Ces marins, dont plusieurs d'entre eux sont des artilleurs d'ailleurs, et en plus, il va y avoir des civils, des marins civils dans la marine marchande, certains qui ont été à bord des navires réquisitionnés, d'autres qui vont accepter un bonus pour rester. Et ce qui vous fait quand même un contingent assez important de gens de mer de 450. Il va y avoir ce qu'on appelle des auxiliaires, c'est surtout des travailleurs, des ingénieurs, des menuisiers, qui, eux, sont plutôt genre travailleurs, mais qui vont prendre un fusil lorsque c'est nécessaire. Et il va y avoir les miliciens. Lorsque Arnold arrive, le nombre de miliciens n'est pas aussi élevé, il est un peu moins que celui-là à ce moment-là. Mais lorsque Carleton va venir et qu'il se rend compte qu'il y a des citoyens qui ne veulent pas prendre les armes, il va promulguer un décret disant que si vous ne voulez pas prendre les armes, pactez vos bagages et sortez parce que vous êtes expulsés de la ville. Alors, ça va augmenter un peu plus le nombre de miliciens. 543 Canadiens, 330 Britanniques. Et tout ça, ça fait une garnison de à peu près 1800 hommes que Carleton divise en 4 groupes. Maclean avec les soldats écossais et les soldats du 7e régiment, les marins et les 2 groupes de milices. Et quand vous regardez ce total et que vous mettez un pourcentage dessus, vous voyez que 20% seulement des défenseurs de la ville sont des militaires professionnels. 80% sont des civils, avec peu d'expérience ou sans expérience, qui vont se porter volontaires, peut-être avec un petit peu d'aide, mais qui vont se porter volontaires pour défendre la ville. Bon, qu'est-ce qui se passe avec Arnold qui est rendu à Neuville? Ouais, naturellement, il va envoyer un message à Montgomery, à Montréal, pour demander de l'aide. Mais Montgomery n'est pas supposé venir à Québec. Et les soldats qu'il a eus avec lui pour la campagne dans la vallée de la Richelieu et la capture de Montréal, bien, plusieurs sont retournés chez eux. Ils sont retournés chez eux parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, au mois de mai, on était tout feu, tout flamme. On voulait tuer tout ce qu'il y avait de britannique autour. Il y a un historien qui a appelé ça la rage militaire. Mais la rage militaire rendue à Québec ou à Montréal à la fin du mois de novembre commence à faire un petit peu plus froid qu'on est habitué. Ça allait diminuer pas mal. Et en fait, tant de gens sont retournés chez eux que Montgomery se retrouve avec seulement 800 hommes à sa disposition. Et il doit établir une garnison au Fort Saint-Jean. Il doit laisser aussi une garnison à Montréal. Alors, lorsqu'il rejoint
finalement Arnold à Neuville à la fin du mois de novembre. Il a avec lui 300 soldats de New York, à peu près une centaine de la Nouvelle-Angleterre et 200 Canadiens. Alors, 200 Canadiens que Montgomery appelle des ragamuffins. Ça veut dire quoi, ça, des ragamuffins? À ma connaissance, ça veut dire des vauriens, des va-nu-pieds, des pas bons. Et ces Canadiens, en fait, ils ne se sont pas engagés pour la cause, ils se sont engagés pour de l'argent. Alors, ce sont en fait des mercenaires. Alors, une fois arrivé à Neuville, Montgomery a emmené quand même du linge, des anciens uniformes britanniques qui étaient à Montréal pour équiper les pauvres va-nu-pieds d'Arnold qui étaient en guenilles à Neuville. Et ils vont partir pour arriver à Québec le 4 décembre. Les New-Yorkais vont s'installer dans le secteur de Sainte-Foy, Saint-Sacrement, et Montgomery va installer son quartier général dans la maison de Samuel Orland. Arnold, lui, va s'installer dans le secteur de ce qu'on appelle Petite-Rivière, qui aujourd'hui équivaut à Ville-les-Saules, du Berger, dans ce coin-là. Et aussi, on va occuper l'hôpital général. Tout d'abord parce qu'il y a quand même plusieurs malades, surtout dans l'armée d'Arnold, mais aussi pour loger une partie de l'armée. Après l'arrivée, on va commencer le siège, naturellement. C'est rien de très sensationnel, très excitant, le siège, et c'est rien de très efficace non plus. Tout d'abord, Montgomery va envoyer un ultimatum à Carleton, qui va l'ignorer complètement. Ensuite, on va faire un blocus autour de la ville pour empêcher des provisions et des renforts de venir aider les défenseurs de la ville. Mais comme tactique, ce n'est pas tellement bon parce que ça va prendre énormément de temps avant qu'on puisse convaincre la ville de capituler. Il va installer des avant-postes avec des tirailleurs, des francs-tireurs, dans certaines maisons, et entre autres au palais de l'intendant, où il y a une belle grosse coupole là, en haut, qui peuvent tirer contre les sentinelles qui sont à l'intérieur des murs, ce qui va entraîner en fait le fait que beaucoup de dommages vont être faits au palais de l'intendant parce que mais Carleton va demander qu'on tire avec la canonnerie sur le palais pour empêcher justement ces francs-tireurs de s'attaquer aux sentinelles. Et on va aussi installer des batteries, des canons sur les plaines d'Abraham, mais on n'a pas vraiment de gros canons, là, parce que c'est ceux qui étaient à Saint-Jean, par exemple, c'est trop difficile avec le temps à la disposition, l'équipement qu'il y a et la distance à parcourir, d'emmener toutes ces choses à Québec. Alors, il y a une artillerie, mais une artillerie qui est ce qu'on pourrait appeler moyenne, qui ne fait pas vraiment de grands dommages à la ville, mais qui reçoit elle-même beaucoup de dommages. En fait, tous les canons de Montgomery vont être démolis par l'artillerie qui est à l'intérieur des murs. Montgomery manque de temps parce que plusieurs de ses soldats
leur engagement se termine à la fin de l'année. Alors, il lui reste vraiment une seule tactique, c'est celle d'un assaut. Un assaut qui doit être accompagné d'une surprise. Et la nuit, ce n'est pas suffisant parce que autour des remparts, on maintient des pots avec des moyens d'entretenir un feu et ça permet quand même une bonne vision. Alors, ça y prend une bonne tempête de neige avec un vent fort pour attaquer. Et l'attaque, elle va être faite comme c'est marqué sur le plan ici. En premier lieu, les deux attaques principales vont être dirigées contre la Basseville. Montgomery, lui, il va suivre le fleuve, en fait, pour se rendre jusqu'au pied de la côte de la montagne. Et Arnold va faire la même chose. Lui, il va partir de Saint-Roch, suivre les rivières Saint-Charles pour aboutir au même endroit. Et là, les deux vont essayer de monter en haut de la ville pour s'en emparer. Les anciens plans, parce que Montgomery avait imaginé pouvoir attaquer auparavant, ils avaient fait des plans d'attaquer en Haute-Ville. Et des déserteurs, naturellement, ont informé Carleton. Alors, Montgomery s'est dit, OK, on va faire des diversions en Haute-Ville pour réduire le nombre de personnes qui vont résister aux attaques en Basseville. Et la première va être faite par les hommes, surtout de la Nouvelle-Angleterre, au bastion du Cap-Diamant, ici qu'on voit à gauche. Et les bons Canadiens mercenaires vont avoir la tâche de mettre le feu à la porte Saint-Jean et d'escalader les murs pour attaquer la ville à cet endroit. Des fusées vont être lancées à 5 heures du matin pour que tout ce plan se mette à exécution. Mais l'exécution est complètement ratée pour une raison bien simple, c'est que Montgomery et sa troupe de New-Yorkais est 1h30 en retard pour être en position d'attaquer le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, ça brise le synchronisme de la chose. Et on se rend compte, en Haute-Ville, que l'attaque au bastion, qui est juste un échange de tirs là, entre les hommes de Nouvelle-Angleterre et ceux qui sont sur les remparts, que c'est juste une diversion et on va garder un minimum de personnes pour les tenir occupés. Et à la porte Saint-Jean, bien, il va se produire que, en fait, il y a une neige, la neige est épaisse. Et le fait que l'alarme a été donnée rapidement pour avertir les troupes à l'intérieur, lorsque les Canadiens essayent de s'en venir pour attaquer la porte, on se fait tirer dessus. Et je pense que ces gens-là se disent, on n'est pas payé assez cher pour rester ici, tourne de bord, sauve. Et c'est la fin de la diversion contre la porte Saint-Jean. Alors, diversion est un échec complet, et tout ce que ça fait, c'est de permettre aux défenseurs d'être à leur poste pour répondre à toute attaque très rapidement. Alors, il va y avoir 3 attaques. La première, ça va venir de Saint-Roch, où, en préparation pour l'attaque, les troupes d'Arnold se sont réunies à peu près là, dans ce coin-ci, à peu près à 300-400 mètres de la porte du palais. Et certains vont être même à l'intérieur, je pense, que du palais de l'intendant.
attendant 5 heures du matin. Et à 5 heures du matin, ils sont prêts à partir lorsque les fusées vont apparaître. Et ils vont naturellement avoir à longer les remparts pour se rendre premièrement à la rivière Saint-Charles. En haut, sur les remparts, ce sont des marins qui sont là et qui leur tirent dessus, naturellement, lorsqu'ils passent. Et ils doivent passer presque à la file indienne parce que c'est pas tellement large. En fait, il y a des bâtiments. Et les bâtiments les protègent, mais entre les bâtiments, ils reçoivent là, à ce moment-là le feu des défenseurs. Ils vont se rendre à la rivière, et là, c'est pire. Parce que la rivière Saint-Charles est beaucoup plus large à ce moment-là. Et tout ce qu'il y a, c'est un sentier assez étroit entre la falaise et la rivière. Dans la neige épaisse, avec les amarres des navires qui sont attachés dans le secteur, avec la nuit, où on ne voit pas ce qui se passe, on trébuche, on tombe dans la neige. On a un canon avec nous qui est sur un traîneau et on n'est plus capable de progresser avec ça. On doit le laisser en arrière. Mais on réussit quand même à s'avancer et se rendre jusqu'à la première barricade qui, elle, est située au pied de la côte d'Ambourget. Arnold est blessé durant l'approche parce qu'il y a le tir des marins en haut et il y a le tir des défenseurs à la barricade qui vont voir les rebelles approcher. Arnold va donner l'ordre d'attaquer. L'attaque va se faire et ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes avant que finalement les attaquants réussissent à s'emparer de la barricade. Mais à l'arrière, il y a encore des défenseurs. Dans les maisons, aux fenêtres, il y a des tirailleurs qui vont faire feu contre les rebelles. Et il y a aussi un piquet qui est un peu plus loin, qui va réagir et qui va s'approcher pour essayer de combattre les troupes. De sorte qu'on se retrouve avec une bataille là, qui va durer à peu près au total 1 heure, selon Arnold, et qui va amener en fait la capitulation de tous les défenseurs qui étaient à la première barricade et ceux qui étaient au piquet. La deuxième attaque va être faite par les régiments de New York, menés par Montgomery lui-même, et va se faire dans le secteur qu'on appelle à l'époque près de ville. C'est à peu près la région aujourd'hui du début de la base de la garde côtière le long du fleuve. Mais pour se rendre là, ça n'a pas été facile pour les hommes de Montgomery. Ils ont traversé les plaines. Ils ont descendu le long du fleuve dans une neige plutôt épaisse, ont eu de la difficulté. Et puis là, ils ont eu à suivre le fleuve jusqu'aux premières barricades que vous voyez sur l'écran. Mais le fleuve, tout comme la rivière Saint-Charles, à ce moment-là, est beaucoup plus large. Il n'y a pas de boulevard Champlain. Le fleuve atteint en fait presque la falaise. Pour les New-Yorkais, ils doivent affronter en fait des blocs de glace là, sur ce sentier étroit, dans la difficulté à les contourner. Ils ont le vent dans le visage, la neige dans les yeux. Ils doivent transporter des échelles, certains d'entre eux, et c'est très, très difficile pour eux de s'avancer, et ça explique pourquoi, en fait, ils vont être en retard. Ils vont arriver à la première barricade qu'on voit là ici,
Et mais il n'y a personne là. Il n'y a personne. Alors, il y a des menuisiers qui sont avec les troupes, qui, avec leur hache et leur scie, vont percer un passage. Et les hommes de Montgomery vont continuer vers la deuxième barricade. Et lorsqu'ils vont arriver là, il semble que c'est la même chose. Il semble qu'il n'y a personne qui se trouve là. Alors, on va, encore une fois, avec hache ici, percer un passage. OK? Et on va se retrouver de l'autre côté où il y a un blockhouse. Un blockhouse qui est à l'intérieur, où il y a des miliciens canadiens et britanniques et des artilleurs qui sont des marins. Et Montgomery ne se rend pas compte qu'il y a des gens à l'intérieur. C'est silence, c'est tranquille, on attend. On voit avancer Montgomery et ses hommes. Et lorsqu'ils viennent proches, à moins d'une 50aine de mètres, on donne l'ordre de tirer. Et les canons font de la mitraille. Les miliciens, à tour de rôle, vont tirer par mêlée meurtrière. Et dès le début, vous avez une douzaine de morts qui incluent Montgomery. À ce moment-là, le colonel Campbell, qui est le second qui commande le groupe, va tenir un conseil de guerre avec ses officiers et va décider de retraiter. Et ça nous amène à la troisième et dernière attaque, c'est à la saute aux matelots. Et les révolutionnaires, après avoir capturé la première barricade, ils ont attendu que le reste de leurs troupes arrive. Ils ont organisé la garde des prisonniers qu'ils ont. Et ils étaient un peu mêlés, alors ils entendaient avoir un peu de lumière, là, que le soleil commence à se lever, et pour s'orienter. Et ils sont partis par la rue sous le Cap. Et ils ont suivi la rue, et vous savez, la rue sous le Cap, à un moment donné, tourne et devient parallèle à saute aux matelots. Et lorsqu'ils ont tourné, là, ils se trouvent à une centaine de mètres en avant d'eux. Il y a une barricade. La rue est étroite. C'est comme une galerie de tir. Et il va y avoir un échange de coups de feu. Pour ceux qui s'approchent, c'est difficile. On va se cacher dans les maisons. On va tirer, on va s'avancer. Avec les échelles, on va essayer de monter contre la barricade. Et on va échouer. Il va y avoir une tentative d'entrer dans la maison qui est à droite de la barricade pour être capable de tirer sur ceux qui sont derrière. Et là, il y a un homme fort du nom de Charles Charland qui va ramener une échelle, qui va la placer sur la maison, où l'enceinte d'Ambourget et le capitaine des Écossais, John Nairn, avec beaucoup de miliciens et d'Écossais, vont aller à l'intérieur et à la baïonnette et au fusil, on va repousser les rebelles et tout va se terminer par un échange de coups de fusil jusqu'à ce que le gouverneur Carleton ordonne à ce moment-là qu'on envoie des troupes pour prendre les rebelles à revers. Dans cette image, ce n'est pas tout à fait la réalité, mais enfin, c'est quand même assez proche. Mais pris entre deux feux, les rebelles n'ont pas d'autre choix que de se rendre. Et on se retrouve avec 426 prisonniers. Il y avait aussi des Abénaquis et des Canadiens avec ce groupe-là, mais eux se sont sauvés sur les glaces de la rivière Saint-Charles. Alors, c'est la fin. Pourquoi qu'est-ce qu'il y a eu un échec? Bien, premièrement, il y a un gros manque d'organisation du côté militaire de la part des rebelles. Il n'y a pas de quartier général qui
voient à la conduite de la guerre. C'est fait par le Congrès, des civils, des gens qui ont d'autres chats à fouetter, qui ont d'autres priorités, et un Congrès qui est divisé. Alors, et le résultat final, c'est qu'il y a un grand manque de ressources. Et un grand manque de ressources, non seulement en provisions, en armes, etc., mais surtout en personnel. Et c'est là-dessus qu'on comptait pour les Canadiens de pouvoir les aider. Mais les Canadiens, lorsqu'ils ont vu les Américains, on s'est retrouvés dans une situation, ce que j'appelle catch-22. Ça veut dire, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de ces guerriers américains, je ne devrais pas dire ça, là, il n'y en a pas d'Américains. Mais les rebelles, ils ont réalisé que lorsque l'armée britannique va arriver, ça ne durera pas longtemps. Ils vont être capables de reprendre le terrain perdu. Alors, ils ne se sont pas engagés. Les Canadiens auraient peut-être aidé les troupes ennemies si on était venu avec une imposante armée. Mais à ce moment-là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu besoin des Canadiens. D'où l'expression « cache-toi des tout ». Alors, ça se termine comme ça. Malgré tout, les rebelles auraient pu réussir si ça n'avait pas été du fait que la Ville de Québec avait établi des défenses. Grâce aux deux messieurs que j'ai mentionnés, le lieutenant-gouverneur Cramahe et le lieutenant-colonel, il y a le lieutenant-colonel Arlen McLean. À ce moment-là, il y aurait peut-être eu une victoire de la part des rebelles, mais qu'est-ce qui serait passé après? Ça, ce n'est pas dans mon domaine, on ne touche pas à ça, c'est de la fiction. Et c'est la fin. Merci. Alors, période de questions, je me déplace avec le micro pour vous donner la parole pour que tout le monde puisse entendre bien. Et vous avez toujours votre micro ou casque. Oui, excellent. Okay. Après ça, on procédera au tirage. On a moins de temps qu'à l'habitude, un petit peu pour la période de questions. Donc, selon la longueur des réponses, 3-4 questions seront prises. On passe le micro à monsieur ici. Oui, bonjour. Merci de la présentation. Je me questionnais sur l'attitude des Canadiens face à l'arrivée des soldats américains. Parce que là, on pense qu'on était 12 ans après la conquête. Oui. Donc, est-ce que c'était de l'indifférence ou on était sympathique, peu sympathique? Okay. La majorité des historiens ont parlé de neutralité. Je ne suis pas d'accord avec ça. L'attitude des Canadiens, je la compare à l'attitude des gens des Premières Nations. Pour les Premières Nations, le seul bénéfice, la seule stratégie, c'est de voir à son propre intérêt. Et les Canadiens, c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est pas leur bataille, c'est pas leur chicane. Alors, ils se sont concentrés sur leurs propres intérêts et qu'à un moment donné, ils puissent faire de l'argent en vendant quelque chose aux Britanniques, tant mieux. OK, on fait de l'argent. Il y a très peu de personnes qui ont pris les armes. Ceux qui l'ont pris, généralement, c'est parce qu'ils étaient payés. OK? Il y avait, autour de Québec, là, il y a 17 villages. Il y a des milliers d'anciens miliciens ou de citoyens qui peuvent combattre. Il n'y en a aucun de ces gens-là qui vient défendre la ville. Mais les miliciens de la ville, eux, parce qu'ils savent que s'ils ne font rien, bien, ils vont perdre leurs biens, leurs familles vont en souffrir. Alors, l'intérêt chez les Canadiens varie. Si vous êtes naturellement un noble et que l'acte de Québec, c'est bon pour vous, vous prenez les armes, puis vous
combattaient côte à côte avec les Britanniques. Si vous êtes un paysan, puis un fermier, et vous n'aimez pas le retour du régime seigneurial, vous refusez, à moins que ce soit une opportunité de gagner quelque chose. Okay? Alors, je pense que c'est ça la véritable chose à laquelle il faut penser. Non pas neutralité des Canadiens, mais de se concentrer sur leur propre intérêt, comme le font les Iroquois, les Hurons, etc. Et c'est normal, parce que ce n'est pas leur chicane. OK? Oui? Les rebelles qui sont à Neuville sont arrivés par le fleuve, en provenance de Montréal? Non. Bon, le premier groupe, qui est ceux d'Arnold, eux, ils étaient déjà à Québec et ils ont remonté à pied jusqu'à Neuville. OK? À Montréal, Montgomery et ses hommes, eux, ont eu l'avantage des navires qu'ils ont capturés à Sorel. Alors, ils ont embarqué sur ces navires, ont descendu le fleuve jusqu'à Neuville, débarqué avec leurs armes, les munitions, etc. OK. D'où ma question. Est-ce qu'ils se sont fait tirer dessus par les résidents de chaque côté du fleuve? Là? Non. Mais ça vient d'où les boulets qu'ils ont trouvés à Deschambault, à Neuville, sur les fermes, sur les terres? Ça vient de quelque part? Des boulets? Il y a des boulets qui ont été trouvés sur les terres. Ça vient d'où, ça? Est-ce qu'ils viennent tous de... Non, ça vient après. Après, lorsque il y a eu la marine britannique et l'armée britannique, après avoir débarqué à Québec le 6 de mai 1776, là, on repousse les troupes rebelles qui sont venues, auxquelles se sont ajoutés d'autres renforts en provenance des 13 colonies. Alors, il y a toute une guerre différente, là. Il y a une grande, par exemple, dans la ville de Trois-Rivières, il y a une grosse bataille qui prend place, mais tout le long du fleuve, il va y avoir des rebelles qui reculent, et lorsque les Britanniques les voient, bien, ils tirent dessus. OK? Après. Merci. Oh, pardon, j'avais pas vu. Merci beaucoup. Bonjour, Sam. Bonjour. J'ai 3 questions. Bon, j'ai plus que ça, mais j'ai 3 questions très vite. À quelle place est-ce que Montgomery a descendu pour faire l'attaque? Est-ce qu'on sait à quelle place que Montgomery a descendu pour... Ces hommes ont descendu. Exactement, non. Je ne sais pas non plus. Et je n'ai pas trouvé non plus où lorsque les hommes d'Arnold ont traversé le fleuve. Okay? Le lieutenant-gouverneur Cramayet avait fait démolir ou briser ou réquisitionner tous les canaux qu'il y avait, tous les chaloupes qu'il y avait. Mais Arnold a réussi, premièrement, il y avait ceux des Abénaquis, mais il a aussi envoyé ses hommes loin, jusqu'à Beaumont, jusqu'à Saint-Vallier, ou dans l'autre direction, pour trouver toutes sortes de chaloupes, etc. Et ils sont partis de l'embouchure de la rivière Chaudière. Et ils ont traversé, ils ont abouti à l'Anse-au-Foulon. Okay? De là, comment sont-ils arrivés en Haute-Ville? Je ne le sais pas, je n'ai pas trouvé d'informations. Parce que c'est les seuls qui ont écrit à ce propos-là, ce sont des gens qui étaient avec Arnold, qui n'ont pas le nom des places, ils ne savent pas ce que c'est la Côte-Guilbourg, c'est le sentier Saint-Denis, etc., le ruisseau Saint-Denis, pardon. Alors, on ne sait pas vraiment. Okay? Aussi, est-ce qu'il y a une situation que les Britanniques a capturé 3 déserteurs jusqu'avant l'attaque américaine, que l'attaque américaine n'était pas une surprise? Je n'ai pas compris la question. So, est-ce qu'il y a 3 déserteurs qui étaient capturés par la force britannique qui a coupé la surprise de l'attaque américaine?
Non, c'est un peu dur d'oreille. I'll say it in English. Were deserters captured, American deserters captured, or rebel deserters captured that gave away the plans of Montgomery before the attack? So the British were ready for it. OK, non. Premièrement, Montgomery, à 2 occasions, avait prévu de faire des attaques. Mais il les a annulées. Mais auparavant, en fait, il y avait eu des déserteurs, même des prisonniers que Montgomery avait, qui se sont sauvés et qui ont informé Carleton des plans dans ces 2 occasions-là. OK? Alors, c'est pour ça que lorsque Montgomery a planifié de faire une diversion, bien, il a décidé d'attaquer dans la Haute-Ville pour que Carleton pense que c'est encore les anciens plans qui sont en vigueur à ce moment-là. Mais ce n'est pas le cas. Oui? Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui va clore la période de questions. Un grand merci à M. Nadeau pour sa présence à belle conférence.